Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Et oui, l'hymne national de l'Arabie Saoudite, André Berkoff, le futur roi de ce royaume, tient le destin du Moyen-Orient entre ses mains, André. Et Christian Chesneau et Georges Malbruno, qui seront nos invités dans un instant sur Sud Radio, ont enquêté sur ce prince imprévisible, André. Alors d'abord, je tiens à vous dire que ça ne peut être que intéressant. Parce que n'oubliez jamais que Chesneau et Malbruno sont les Dupont et Dupont du Moyen-Orient. C'est Erckmann et Chatrian, les frères Goncourt, Barbès et Rochechouart, Otis et Piffre. Quand vous voulez savoir ce qui se passe au Moyen-Orient, que ce soit sur le Qatar, que ce soit sur le Liban, que ce soit sur le Proche-Orient, le conflit israélo-palestinien, vous lisez Chesneau et Malbruno, vous ne serez... Non, je le dis vraiment parce que je le pense, j'ai lu la plupart de leurs livres, on n'est pas déçu parce qu'il y a toujours le détail qui tue, le détail qui change, etc. Et là, on est tombé sur quoi ? Sur le Orson Welles du Moyen-Orient, sur le Falstaff absolu, alors qu'il n'a pas l'obésité, bien sûr, qui MBS. Et MBS, c'est pas une multinationale, c'est pas une banque centrale, c'est Mohammed Ben Salman qui, incontestablement aujourd'hui, joue un rôle capital dans le devenir du Moyen-Orient. Et oui, avec MBS, effectivement, l'Arabie pourrait devenir le royaume de la démesure, André. Mais qui est-il ? Un prince héritier jeune et moderne qui révolutionne ce pays archaïque ou un despote impulsif qui ne tolère aucune opposition sur cette terre ? On vous dit tout dans un instant avec Christian Chesneau et Georges Malbruno. Alors restez avec nous, ne ratez pas ce rendez-vous. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. لقيته خيال وكلام في الحب كلام في الحب يا دوب القلب. Céline, juste, je sais que vous avez parlé Kulsum, la diva du Moyen-Orient. Je voudrais dire quand même aux auditeurs de Sud Radio Kulsum, c'était, imaginez Edith Piaf à la puissance 100 000. C'était extraordinaire. Moi, j'ai vécu ma jeunesse au Liban. Et je me rappelle que des gens arrêtaient leur travail. Elle avait une émission hebdomadaire sur Radio Le Caire. Et les gens arrêtaient, se mettaient en pyjama, sortaient leur narguilé pour écouter Kulsum. Et oui, Kulsum, André Berkoff, la diva du Moyen-Orient, dont le nouveau maître de cette région sensible du monde, de la planète, est MBS. Et pour parler donc de ce nouvel homme fort saoudien, dont la figure controversée recèle une part de mystère, eh bien nous avons le plaisir de recevoir Christian Chesneau et Georges Malbruno. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Alors, vous publiez un livre passionnant chez Michel Lafon, MBS, confidentiel, enquête sur le nouveau maître du Moyen-Orient. Mohammed Ben Salman. Exactement. Alors, depuis que son père, le roi Salman, est souffrant, il préside aux destinées de l'Arabie. Et c'est par un coup de force qu'il a été nommé nouveau prince héritier, et ce, en juin 2017. Racontez-nous. Alors oui, c'est en juin 2017 qu'il a été nommé prince héritier parce qu'il a convaincu fermement son père et sa mère, qu'il avait au passage d'ailleurs assigné à résidence dans son palais de la Mecque, qu'il fallait écarter celui qui était le prince héritier, c'est-à-dire son oncle, Mohammed bin Nayef, qui avait beaucoup travaillé avec la CIA, le FBI américain, pour lutter contre Al-Qaïda, qui avait voulu s'en prendre à la maison Saoud, mais MBS, fils préféré du roi Salman, voulait prendre le pouvoir et donc a monté une cabale. Mohammed bin Nayef a été convoqué à la Mecque et on l'a fortement incité, avec un revolver sur la tempe, de se dessaisir de son titre de prince héritier. C'est comme ça. On ne rigole pas. Et c'est comme ça que Mohammed bin Salman est devenu prince héritier. Oui, parce qu'il faut comprendre que quand le roi Abdallah, donc l'ancien roi, meurt en 2015, donc c'est le roi Salman qui prend le pouvoir, et il nomme en numéro 2, donc ce MBN, et en numéro 3, son fils.
Mais en fait, il y a une espèce de jeu de dupe, parce que le numéro 2 est un numéro 2 un peu de façade, et que le vrai numéro 2, c'est MBS, qui est en coulisses, qui affûte ses couteaux, et qui effectivement va régler son compte, donc en juin 2017, quasiment physiquement, et va forcer donc MBN à abdiquer pour lui laisser la place, et à partir de ce moment-là, c'est un peu le début de, l'envolée au pouvoir de MBS. Et oui, parce qu'en quelques mois, effectivement, au nom de la lutte contre la corruption, MBS a mis les princes de son royaume au pas. Pourquoi l'a-t-il fait exactement? Et pour asseoir son pouvoir. Et comment l'a-t-il fait? Il l'a fait parce qu'il avait conscience que ces princes avaient beaucoup profité du système, s'en étaient mis plein les poches, en étant souvent partenaires des contrats avec des sociétés étrangères. Mais l'Arabie Saoudite, c'est quand même le premier pays exportateur mondial de pétrole, c'est 9 millions de barils par jour, donc c'est beaucoup d'argent. Et donc MBS leur a tendu un piège, les a convoqués supposément très tôt le matin au palais royal chez son père, et en fait ils ont été embastillés pour la plupart au Ritz-Carlton de Riyad, où ils sont restés aussi longtemps qu'ils ont dû accepter de signer une reconnaissance de dette. Certains ont été mis en prison, et certains d'ailleurs ont quitté la prison qu'il n'y a pas longtemps, et certains ils sont même encore. Alors il leur a dit, vous ne quittez pas le Ritz-Carlton tant que vous n'aurez pas vous avez piqué X milliards de dollars dans la caisse. Il avait fait ses comptes auparavant, probablement avec l'aide américaine, avec l'appui de son père, et aussi, il faut le dire, avec l'assentiment, tacite des Saoudiens, qui étaient très contents qu'il y ait une lutte contre la corruption qui soit engagée, parce que ça c'est important, parce que ça va lui donner une certaine assise populaire. Il va quand même ramener 100 milliards. C'est-à-dire 100 milliards dans les caisses de l'État. Donc les gens, il a dit vous avez volé 100 milliards et on vous dit vous avez une fortune de 10 milliards, j'en veux 8, et les gens doivent signer. Et sinon, vous restez donc dans cette prison dorée, mais il y a eu quand même des formes de torture. Il y a des gens qui ont été secoués, notamment par une boîte américaine, Blackwaters, les consultants américains, les mercenaires, exactement. Et puis là, il y avait quand même 400 personnes. Donc, il n'y avait pas que des princes, il y avait des princes, des ministres, des ex-ministres, des hommes d'affaires. Toute l'élite. Il a plumé tout le monde. Voilà, c'est ça. Et donc forcément, il les a tétanisés, parce qu'après, à partir de là, les gens ont eu peur. C'était la première fois dans l'histoire de l'Arabie Saoudite. Ah oui, c'est de la première fois. C'est la première fois, parce qu'avant, il y avait un partage justement du pouvoir entre les grandes familles, la famille régnante, et là, il a tapé un grand coup de pied dans la fourmilière. Et on connaît par exemple le prince Walid bin Talal, qui est le propriétaire du Georges V à Paris, et lui, il a dû payer, je crois, 6 milliards. Et il a été fortement secoué, pour ne pas dire plus. Et aujourd'hui, ces gens-là, aussi bien Mohamed bin Nayef, l'ancien prince héritier, que Walid bin Talal, sont dans leur prison dorée, dans leur palais, avec pour la plupart un bracelet électronique, et ils ne peuvent pas quitter le territoire. Incroyable. En tout cas, la plupart des détenus, effectivement, ont été relâchés après avoir plaidé coupable et accepté un arrangement impliquant la restitution de biens financiers, immobiliers ou de titres boursiers supposément acquis, écrivez-vous. Certains ont été blanchis, effectivement, mais d'autres croupissent toujours en prison. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que là, c'est un coup de pied dans le sérail. Encore une fois, c'était un peu Alibaba, les 40 voleurs. C'est-à-dire que chaque prince avait j'allais dire, des contrats, des commissions. Et c'est vrai que les Saoudiens en avaient marre. C'est-à-dire que le Saoudien de base, voir s'enrichir tous ces gens, et avec leurs passe-droits, parce qu'il ne faut pas oublier, ils avaient des passe-droits. Surtout notamment le terminal à l'aéroport, où ils avaient leur jet, où ils faisaient leurs affaires. C'est eux qui ramenaient l'alcool, par exemple. Le trafic d'alcool, c'était les princes. Ils avaient des voitures spéciales, ils payaient pas l'eau, l'électricité, enfin, tout était gratuit. Et les Saoudiens, où ils voyaient effectivement le pays allait de moins en moins, il y avait de moins en moins d'argent, ils voyaient ces princes qui s'enrichissaient et qui étaient, j'allais dire, obèses, Et là, ils n'étaient pas mécontents de voir que MBS donne un coup de pied dans la fourmilière. Qu'est-ce qui, à votre avis, fait que MBS fasse ça? Parce qu'il aurait pu aussi dire, allez, on va les laisser faire. Il y a des raisons politiques, c'est-à-dire en même temps, il coupe les branches. C'est-à-dire qu'il coupe la branche Abdallah, l'ancien roi, parce que dans la famille royale, le pouvoir est dans la famille royale, et pour avoir des gens fidèles et loyaux, il faut écarter ceux qui pourraient revenir ou menacer le pouvoir, et comme par hasard, c'est tout l'ancien régime qui est décapité. Et il fait un exemple. Il instaure une espèce de terreur qu'on va retrouver quelques temps plus tard avec l'affaire Khashoggi, dont on va parler. Et oui, effectivement.
effectivement, l'affaire Khashoggi, c'est 1 an après les purges, effectivement, du Carlton. Eh bien, on peut dire que sa réputation d'homme brutal, prêt à tout, donc pour éliminer ses rivaux, prend une autre dimension avec ce meurtre qui a eu lieu donc le 2 octobre 2018. On peut dire que le mode opératoire a été Alors, terrible. qu'est-ce qui s'est passé Ah dans ouais. cette affaire Khashoggi? Jamal Khashoggi, qui était un dissident, qui avait pignon sur rue aux États-Unis, est convoqué au consulat saoudien d'Istanbul pour faire renouveler son passeport. Et là, on lui tend un guet-apens et il est torturé et il est assassiné. Mais simplement, les Saoudiens démembrés, découpés à la scie à os, et les Saoudiens n'avaient pas réalisé que les services de renseignement turcs avaient filmé, installé des micros, etc. Donc l'affaire est éventée, mais abject. MBS est un paria à l'époque de la communauté internationale. Il est sauvé par 2 personnes, son père, qui va constamment le soutenir, et Donald Trump, etc. Mais aujourd'hui, des années plus tard, MBS est sorti vainqueur de cette épreuve, hein, et donc ça lui donne un surcroît de puissance gigantesque, puisqu'on en a besoin pour l'énergie, on en a besoin, y compris pour les Israël-Palestine. Oui, mais il est sorti vainqueur, effectivement, mais il y a quand même eu des preuves, effectivement, crédibles, qui impliquaient... Agnès Callamard de l'ONU fait son rapport qui est absolument convaincant. La CIA, les services turcs. Biden, le candidat Biden dit, Monsieur MBS, vous êtes un paria, et donc en gros on va vous faire rendre gorge. En tout cas, tout le monde est contre lui, et effectivement il va survivre à ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui il a aussi un sentiment d'impunité. Mais ça n'excuse rien évidemment de l'atrocité de l'histoire. Est-ce que Khashoggi, ce qu'on a dit aussi, et c'était un agent de la CIA ou pas du tout? Non, je pense pas. Khashoggi avait peut-être une liaison avec des amitiés avec les frères musulmans. Jamal Khashoggi, moi que je connaissais, que j'avais rencontré au Qatar, il faut quand même se souvenir, c'était quelqu'un issu d'une grande famille saoudienne, marchand d'armes, la famille Khashoggi. Khashoggi, oui, c'est à côté. Exactement. Et donc, qui avait travaillé pendant des années, les services de renseignement saoudiens. Jamal Khashoggi a été le dernier officiel saoudien à aller rencontrer Oussama Ben Laden en 1996, lorsqu'Oussama Ben Laden était réfugié au Soudan. Et lorsqu'il est mort, Oussama Ben Laden, en 2011, lorsqu'il a été attrapé par les Américains, Jamal Khashoggi a pleuré, par exemple. Donc, voilà. Mais c'était quelqu'un qui était devenu, aux États-Unis, une figure dérangeante. Et comme il écrivait dans le Washington Post, il avait une envergure, une aura. MBS, je ne veux voir dépasser dans le rang aucune personne. Entouré par, il faut le dire, effectivement, des gens peu recommandables, qui ont voulu, probablement, lui faire plaisir. MBS a probablement dit « je veux plus entendre parler de cette personne ». Et là, il y a eu une interprétation et on l'a découpé à la scie à os. Ça a été catastrophique. Les cerveaux de l'opération Khashoggi n'ont jamais été inquiétés par la justice, ça c'est incroyable. Il y a eu quelques condamnations, ça a été découvert par MBS. Voilà, et puis après il y a une justice saoudienne qui parfois tranche les têtes, mais là, dans le cas présent, ils ont eu des peines de prison commuées après, en détention à la maison, etc. Et puis finalement tout ça s'est évanoui. Ça dit quelque chose aussi du caractère, si on parle de sa jeunesse. Il est resté souvent un peu entouré par ses anciens copains quand il était jeune, qui n'étaient pas toujours très fréquentables. Oui. On parlait de Mohamed Ben Salman. Voilà. Ouais. Oui, il y a le Saoud Kartani qui est un peu sur parlons de l'ombre. Réformateur. Et oui, parce qu'effectivement, il dirige. Ce que vous racontez dans votre livre, qui sont quand même assez hallucinantes. Quand on connaît l'Arabie Saoudite et qu'on sait d'où ça vient, c'est très... c'est presque un autre pays. C'était de l'Arabie en noir et blanc, maintenant on est en couleur, quoi. Et c'est vrai, quand je disais, vous avez des concerts de David Guetta avec 100 000 personnes, vous avez des cinémas, vous avez des restaurants, vous avez du sport, maintenant les femmes peuvent conduire. Effectivement, entre l'Arabie de 2015 et celle d'aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. Et oui, parce que lui, il prône un islam effectivement modéré, il veut vraiment en finir avec le rigorisme wahhabisme, ça... Oui, il a commencé. D'ailleurs, l'Arabie Saoudite était aussi caractérisée par un archaïsme. C'était la police religieuse. C'est-à-dire, vous arriviez et si votre abaya n'était pas suffisamment longue, eh bien, vous avez un policier qui vous tapait avec un coup de bâton. Donc, il les a pas démantelés. Il a neutralisé, les met à la maison, ils restent chez eux. Ils n'existent plus. Et donc, voilà, il veut faire revenir l'Arabie Saoudite à ce qu'elle était avant 79, qui était une date charnière, c'est-à-dire un pays conservateur, mais qui ne soit pas un pays extrémiste avec un islam conservateur. Et lui-même, d'ailleurs, n'est pas wahhabite dans la pratique, etc., mais il est plutôt conservateur. On raconte qu'un de ses amis français nous a dit que
dans les années 2010-2011, il était à Paris et sa femme avait besoin d'un médecin, d'une consultation médicale, et il a refusé, Mohammed bin Salman, que sa femme soit auscultée par un homme, parce qu'il voulait une femme, parce que c'est la tradition saoudienne. Oui, bien sûr, oui. Et l'autre chose, c'est qu'il veut changer l'image de l'Arabie, c'est-à-dire que l'image, c'était la religion, etc. Et il veut créer finalement un État-nation et dire que l'Arabie, ça commence pas simplement avec l'islam. Il y a une civilisation. Ce n'est pas un État islamique, c'est un État-nation. Voilà, ils veulent. C'est ce que vous racontez très bien. Mais juste un mot, quand vous ouais. dites 79, est-ce que c'est lié, non, parce que c'est important de parler de ça, parce que c'est lié à ce qui s'est passé en Iran? Exactement. L'Iran, le Shah est chassé, la République islamique prend le pouvoir, Khomeini veut exporter la révolution, et il y a un autre événement qui se passe en Arabie Saoudite, c'est l'attentat à la Mecque. Donc la famille Saoud, elle est déstabilisée par ces deux événements. Oui, les musulmans radicaux, les ultra-radicaux prennent la Mecque. Prennent la Mecque. Et donc la famille Saoud est déstabilisée. Qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle tourne la vis et du rigorisme. Et donc l'Arabie s'engage dans une politique rigoriste d'appui, d'ailleurs à l'étranger, à un certain nombre de mouvements islamistes. Et donc c'est ce que Ben Salman a dit en 2017 lors d'un forum international. Il a dit une phrase très juste. Il a dit: on va quand même pas passer les 25 prochaines années à nous demander si la musique est halal ou pas halal, etc. Il faut effectivement normaliser l'Arabie Saoudite dans ce qu'est l'Arabie Saoudite, c'est-à-dire toujours le pays des deux lieux mosquées les plus sacrés. Voilà, les femmes aujourd'hui, moi ce qui m'a frappé quand j'y suis allé la dernière fois, c'est qu'effectivement vous voyez des jeunes femmes maquillées dans la rue, qui fument, qui conduisent, qui travaillent, etc. Qui, si elles sont pas contentes de leur mari, le soir, elles leur font un bras d'honneur et elles vont à l'hôtel pour dormir, alors qu'avant, elles ne pouvaient pas le faire, puisqu'elles devaient être sous la tutelle de leur mari. Mais la polygamie reste quand même... toujours autorisée. La situation des droits de l'homme, quand même, pose question encore. Ça, c'est l'autre. Ça, c'est le point noir. C'est que, si vous voulez, MBS ne veut pas la moindre opposition, début de commencement d'opposition. Et c'est là où il est très contestable, c'est que en parallèle à cette modernisation, eh bien, il y a eu des décisions qui sont absolument inacceptables. Une blogueuse qui est condamnée à 30 ans de prison parce qu'elle a tweeté une remarque tout à fait insignifiante. Mais je pense qu'il veut faire des exemples. Enfin, en tout cas, c'est l'interprétation que ceux qui le connaissent en font. Il veut faire des exemples pour dire, voilà, il faut montrer qui est le maître, et à partir de là, eh bien, ceux qui dévieraient un tant soit peu seraient lourdement punis. Et oui, mais ça, on peut dire que c'est quand même un peu un retour en arrière. Sous le roi Abdallah, effectivement, dans les salons, vous le racontez, les salons de thé, on pouvait critiquer les pouvoirs. Parce que c'était un régime un peu mou, c'est-à-dire qu'il y avait des espaces de liberté avec le MBS. régime de Majlis. C'est des salons, etc., les diwans où les gens pouvaient parler. Faut rappeler quand même, l'Arabie, c'est un grand pays. C'est 4 fois la France, c'est 36 millions d'habitants, un tiers d'étrangers. Donc c'est pas un petit pays comme le Qatar qui est 300 000, qui serait une rue de Riyad. Donc là, il y avait une certaine fluidité. Sous MBS, on est sur un régime policier. Effectivement, un tweet peut vous valoir une peine de prison. Et donc, il y a une chape de plomb, et il y a aussi peut-être un zèle des gens qui sont en dessous, c'est-à-dire pour plaire au prince, on en rajoute dans la justice, dans ça. Donc voilà, il y a tout ça, et c'est vrai qu'on le sent à Riyad. Les gens parlent pas, c'est-à-dire que il y a une paranoïa. On a un chapitre dans notre livre, c'est l'obsession sécuritaire. Oui, on en parlera dans un instant, effectivement. Après Khashoggi, si vous voulez, tout le monde a compris. Donc il y a une paranoïa. C'est là d'ailleurs où, par rapport à son plan de modernisation qui est intéressant, il lui manque un aspect, c'est l'aspect libéralisation politique. Alors, parce qu'aujourd'hui, il y a zéro libéralisation politique. Il n'y a pas les journaux, tout ça. Non, il n'y a rien du tout. Il convoque la presse à 3h du matin, etc. Donc, la question qu'on se pose, effectivement, c'est est-ce qu'à un moment donné, il ne faudra pas justement que pour son plan réussisse et que les jeunes continuent d'adhérer, et non seulement il faut leur donner des jeux et du pain, mais il faut aussi leur donner quand même un minimum de liberté. Mais il faut se mettre à sa place. Ce monsieur a 38 ans. Il va être roi dans 1 an, dans 6 mois, à 40 ans. S'il n'est pas assassiné par un de ses cousins, en raison de ce qu'il leur a fait il y a quelques années, il va être roi pendant 30 ans, 35 ans. Donc ça lui laisse une marge de manœuvre qui est considérable, et il faut espérer qu'effectivement, à un moment donné, il offre
cette libéralisation Oui, qui n'existe pas. Chaque jour suffit sa peine. Enfin, Là, il est dans une forme de consolidation autoritaire. C'est-à-dire qu'il a neutralisé tous ses ennemis, les religieux, les princes, les grandes familles marchandes. Il s'appuie sur les jeunes et les femmes. 70% de la population a moins de 30 ans en Arabie Saoudite. C'est ça, le pari MBS, c'est le pari des jeunes. Et donc, voilà. Mais il fait peur. On parle par exemple le business. Les gens, les grandes familles saoudiennes sont toujours à l'étranger, veulent pas revenir parce qu'ils se disent on va nous confisquer l'argent. Les grandes sociétés internationales hésitent à mettre de l'argent parce que c'est quand même un capitalisme prédateur, c'est-à-dire un peu centré. Donc voilà, on est dans une phase un peu intermédiaire. Oui, et puis là, c'est pas le capitalisme de connivence, quoi. C'est un capitalisme un peu musclé. Mais ça peut ne pas être. C'est un peu le Far West. On a un chapitre sur le Far West de MBS, c'est ça, c'est un Far West. Et oui, on va en parler dans un instant sur Sud Radio, mais que sait-on réellement de MBS, de sa jeunesse, de sa famille, de sa vie dans ses palais? Comment travaille-t-il? Quels sont ses hommes de confiance? On vous dit tout dans un instant, restez avec nous. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. شط اسكندرية يا شط الهوى رحنا اسكندرية رمانا الهوى يا دنيا هنية أو ليالي Et oui, Férouz, la diva du monde arabe, André Berkoff, qui a bercé Diva libanaise. Et oui, qui a bercé toute votre enfance à Beyrouth. Et bien maintenant, c'est de l'enfance de MBS dont nous allons parler sur Sud Radio avec Christian Chesneau et Georges Malbruno. Alors, sa prime jeunesse, vous le racontez dans votre livre qui est passionnant, qui vient de sortir chez Michel Lafon. C'est un vrai mystère et pour percer bien cette énigme, vous êtes allé à la rencontre de ceux qui l'ont connu enfant au temps de ses escapades, donc sur la Riviera française, ou à Paris, c'était vraiment un enfant capricieux. Alors oui, c'était un enfant capricieux qui faisait déjà des caprices. Il faut savoir que entre 1999 et 2004, MBS passait tous les étés un mois entre le Plaza Athénée et le Majestic à Cannes avec sa mère et ses frères et sœurs. Et donc voilà, on est retourné un petit peu voir les gens qu'il avait connus à cette époque. Donc c'était un adolescent qui était un peu comment dirais-je, un peu pâteau. C'était pas quelqu'un qui allait faire les musées, tout ça. Donc sa mère lui louait une Ferrari, il allait remonter les Champs-Élysées. C'était pas quelqu'un non plus qui allait, contrairement à ses cousins et d'autres, dans des boîtes échangistes, dans des boîtes de nuit. Non, c'était quelqu'un lui qui était plutôt un type qui aimait le tambour, qui aimait la malbouffe, etc. Et effectivement, qui était capricieux. On raconte, il arrive au Majestic à Cannes au cours d'un été 2001 ou 2002, et effectivement, donc il faut savoir que sa mère et sa suite, ils réservent 180 chambres, 2 étages, donc évidemment 180 chambres qu'ils privatisent. Les employés de ces grands hôtels n'ont pas accès aux chambres, donc simplement fournissent les serviettes et les draps, c'est tout. La famille royale a son propre staff de nounous, etc. Et donc, la famille royale arrive, MBS étant le fils aîné, prend la suite impériale, et immense, etc. Et dans cette suite, eh bien, il y a déjà un méga écran de télévision. Mais le jeune prince, Mohammed bin Salman, trouve que l'écran est trop petit. Donc, il fait ce que nous a dit une crise, un caca nerveux. Son travel manager va voir un des responsables du Majestic et lui dit il faut trouver un écran encore plus grand parce que Mohamed fait une crise et demain on part. Donc évidemment, panique au Majestic parce que 180 chambres, c'est la recette de l'année. Et donc, il y a un concierge qui a une idée, il dit on va aller à Nice, il y a un hyper grand magasin, on va probablement en trouver un. On met MBS et 2-3 personnes du Majestic dans une fourgonnette et les voilà partis dans ce magasin. Et effectivement, ils trouvent un écran hyper géant, mais dernier problème. Et MBS, oui, je veux bien, lui dit, ça te convient? Oui, ça me convient. Simplement, à la fin, la caissière dit, vous le récupérerez dans 1 semaine. Et la personne du Majestic dit, non, c'est maintenant. Non, c'est pas possible. Donc, ce qui se passe, que c'est comme on le fait, bon, il y a eu une bol, pas bédouine cette fois-ci, mais je veux dire, hôtelière, qui est tombée du ciel. On a installé l'écran géant dans la suite impériale de MBS, et MBS a pu commencer ses vacances. Il était
content. L'épisode était terminé. Oui. Et ce qui est incroyable, c'est qu'enfant, même adolescent, personne ne lui prédestinait un tel succès. Non, parce que c'est quelqu'un, c'est un gros nounours un petit peu. Oui. Parce qu'il faut dire, il est très grand. Hein. C'est quelqu'un qui fait peut-être 1m90, hein, comme son grand-père, le grand roi Ibn Saoud. Donc c'est un colosse, hein, un peu nounours, et qui aime bien les jeux vidéo aussi, qui adore ça, les hamburgers, etc. Mais c'est pas un intellectuel dans le sens, il n'a pas fait des grandes études. Il n'est pas sorti de Riyad. Il n'est jamais sorti vraiment... à l'étranger pour étudier. Il était dans l'ombre de son père. Voilà. C'est ça la recette de son pouvoir. Il connaissait pas d'études à l'anglais. l'étranger. Non. C'était Donc, la canne de papa. Son frère, son petit frère, qui est maintenant ministre de la Défense, a été aux États-Unis. Il a été, mais lui, non, il est resté vraiment à Riyad. Il est dans le terroir saoudien. Donc il parle pas l'anglais, il parle pas les langues, il lit pas beaucoup, il aime les jeux vidéo. Donc voilà. Donc c'est quelqu'un un petit peu, un gros nounours, voilà, et qui effectivement fait quelques caprices, y compris sur la plage quand il emmerde les autres personnes qui sont sur la plage avec son ballon. On est obligé de le reprendre un petit peu à l'ordre, voilà. Mais c'est pas quelqu'un, c'est pas, comme on disait tout à l'heure, qui a fait la fête dans les boîtes de nuit, et les choses un peu excentriques. C'est un vrai Saoudien, un vrai Saoudien du désert. Et oui. Est-ce que c'est justement pour ça, comme vous le disiez tout à l'heure, un bédouin? Est-ce que c'est pour la raison pour laquelle son père l'a choisi lui et pas ses autres fils? Très vraisemblablement, parce que il y a cette phrase du roi Ibn Saoud, qui a dit « Pour diriger des bédouins, il faut un bédouin ». Et non pas un Saoudien qui a étudié aux États-Unis, à Harvard ou ailleurs, etc. Il faut un bédouin pour les comprendre et les tenir. Et effectivement, on voit bien que Mohammed bin Salman est dans cette filiation-là. D'ailleurs, quand vous allez en Arabie Saoudite... Il a perpétué les traditions. Complètement. Et c'est son modèle. Quand vous êtes sur les routes et dans les rues de Riyad ou de Jeddah, vous avez des grands portraits. Vous avez Mohammed bin Salman, son père Salman, et le troisième, Ibn Saoud, le fondateur, qui est la référence de Mohammed bin Salman. Eh oui. Très gros culte de la personnalité en Arabie Saoudite, avec lui, ou pas? Oui, mais pas plus que ça, pas plus que ça. C'est presque invisible. C'est pas Saddam Hussein. Saddam Hussein, il y avait des portraits partout, etc. C'est pas Mao Tse-tung, mais il est omniscient, il est omniprésent. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est vraiment le chef. D'ailleurs, un chef invisible, parce qu'il sort pas beaucoup dans la rue, à la différence de l'émir du Qatar ou de Dubaï qui peut faire ses courses, aller dans un restaurant. Il va rarement à la rencontre. Lui, il a des conseillers en sécurité, il est paranoïaque, il a des ennemis, et lui, pour l'approcher, il fait pas des bains de foule. Il a tout un. On le raconte dans le bouquin. Sur l'obsession sécuritaire. Il y a une obsession sécuritaire de sa part, qui est compréhensible, parce que comme il a mis en prison les trois quarts de la famille, et qui sait que son ancêtre, le roi Faisal, a été assassiné par un de ses cousins, donc il se méfie. Par exemple, on raconte, quand il est venu déjeuner à l'Élysée en 2022, je crois, eh bien, il a imposé qu'il y ait un Saoudien dans les cuisines de l'Élysée pour vérifier que qu'il n'y ait pas de problème alimentaire, d'empoisonnement. C'est quelqu'un, on nous a raconté aussi, puisqu'on a réussi à avoir une source qui travaille dans un de ses palais, lorsque il arrive dans un de ses palais ou dans une de ses résidences, les démineurs débarquent, tout le monde doit sortir, donc les démineurs rentrent, et ensuite MBS et les autres peuvent rentrer. Vous racontez que le personnel effectivement reçoit une sorte de message, le prince arrive et tout le monde doit partir, c'est incroyable. Alors est-ce qu'il avait, comme le roi de France, des goûteurs? Alors il a un goûteur, évidemment. Il a un goûteur. Il a un goûteur, évidemment. Qui donc prend n'importe quel allié avant lui. Bien sûr. Il a un goûteur, mais alors ce qu'on a découvert, c'est que, alors il a sophistiqué, je dirais, ses goûts alimentaires, puisque quand il avait 15 ans, il aimait surtout la malbouffe, les hamburgers, etc. Ensuite, il a découvert les huîtres Gilardo et le bœuf Wagyu, qui sont un petit peu ses plats favoris. Dubaï par avion. Et oui, effectivement, et vous racontez que pour des raisons de sécurité, ces mets ne sont pas autorisés à entrer donc en Arabie Saoudite, mais pour satisfaire le prince, son majordome a trouvé la solution. Racontez-nous. Oui, alors voilà, son majordome, on en reparlera, Luis, qui est un Brésilien qui gagne quand même 320 000 euros par mois, jour... 320 000 euros par mois, le majordome. Par mois, Mais qu'est-ce qu'on fout là? Et donc, un jour, Luis, son majordome, avant qu'on peut faire venir des huîtres Gilardo et du bœuf Wagyu, qui sont les mets favoris de Mohammed bin Salman, qu'il a découvert en Europe. Et donc, il a découvert en Europe. Voilà. Et donc, il a aimé, et donc, pour faire plaisir au prince,
une personne dit à Louis, le majordome de MBS, si vous voulez, on affrète un Falcon qui ira 2 fois par mois de Jeddah à Dubaï, chercher des huîtres Gilardo. À Dubaï, c'est en vente libre. Oui, et du bœuf Wagyu. Et donc, effectivement, eh bien, on y va, on teste ça, et tous les 15 jours, depuis des années, eh bien, il y a un Falcon qui va chercher des huîtres Gilardo et du bœuf Wagyu pour MBS et pour son bon plaisir. Et oui, il a un train de vie, ce MBS, incroyable. Il vit notamment, enfin, il a justement à disposition 17 palais avec son père, et il possède surtout l'un des plus beaux yachts du monde, ce depuis 2015. Et vous racontez... 133 mètres de long, 7 ponts, 4500 mètres carrés d'espace intérieur, murs d'escalade, piscine sous-marin, salle de cinéma, centre de bien-être, piste de danse, 2 blocs opératoires et des chirurgiens en permanence, incroyable. C'est un palais flottant. C'est un palais flottant, et qui lui permet d'être en sécurité davantage probablement que dans un de ses palais, parce que, comme vous le savez, depuis 2015, donc, Mohamed bin Salman a engagé une guerre contre les rebelles Houthis au Yémen, qui sont au sud. Ouais. De temps à autre, les rebelles tirent des missiles sur Riyad. Et donc là, il se sent davantage en sécurité. Et puis aussi, il peut recevoir sur son yacht au large de Jeddah, sur la mer Rouge, tous les invités qui ne veulent pas être vus. Jared Kushner, le gendre de Donald Trump, qui était son grand copain, qu'il appelle encore très régulièrement, probablement des Israéliens et d'autres. Sur son yacht, il a une structure qui est à lui. Des gens que personne ne peut voir. Des gens que personne ne peut voir. Vous dites effectivement qu'il reçoit les émissaires de Benjamin Netanyahou, c'est ça? Exactement. Ouais. Exactement, oui, parce qu'il a envie de normaliser ses relations avec Israël. Il en avait envie avant l'attaque du 7 octobre. Il en a moins envie maintenant, mais ça se fera probablement après. Oui, ça risque d'être difficile, parce qu'effectivement, de nombreux Saoudiens, effectivement, sont quand même méfiants à l'égard des... Vous avez parlé de ça. Et c'est un bourreau de travail, vraiment. Oui. C'est un vrai bourreau de travail. Il dort pas la nuit, quasiment. Hein. Il est un peu comme Emmanuel Macron, notre président, qui dort 3-4 heures. Lui, c'est pareil. Et surtout, il a un peu une double vie. C'est-à-dire non, mais pour travailler, lui. C'est pas pour aller faire la fête. Non. D'ailleurs, il reçoit, on raconte, il y a plein d'exemples dans le bouquin, il reçoit les gens à 3, 4 heures, 5 heures du matin. C'est-à-dire qu'on vous donne rendez-vous à 18 heures le soir, vous arrivez, et puis on vous reçoit, si on vous reçoit, à 4 heures ou à 5 heures du matin. Il aime se faire désirer, c'est ça. Et voilà. Et puis il vous reçoit 10 minutes, un quart d'heure, et puis il repart. Vous racontez dans votre livre des trucs formidables. Des mecs comme Richard Attias, qui arrive la veille, qui attend toute la nuit. On raconte aussi que dans le bouquin, certains ministres dorment au palais. Parce qu'ils ne rentrent pas chez eux, comme ça ils sont tout de suite, si MBS a besoin d'un rapport, d'une information, hop, il les assure. C'est-à-dire que si à 4 heures du matin il a envie de les voir, il dit il faut qu'ils soient là. Il doit être là, voilà. C'est un peu la cour de Louis XIV, mais façon 21e siècle, à Riyad, façon orientale, et donc les gens, il a un agenda de dingue, et effectivement, donc les affaires du royaume le jour, et puis la nuit, il a ses grands projets, parce que c'est aussi quelqu'un, c'est un bâtisseur, c'est un futur roi bâtisseur, il a tous ses projets de Neom, de Line, cette ville un peu futuriste, sur la mer Rouge. Voilà, donc il est dans aussi ça. Il veut montrer qu'il va mettre l'empreinte de sa patte en Arabie Saoudite. Et oui. Et vous racontez qu'avec ses interlocuteurs, il peut être quand même parfois violent, dur. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui, en 2015, on a rencontré notamment un grand patron du CAC 40 français, qui l'a rencontré à plusieurs reprises en 2015, et qui a des intérêts là-bas, donc il n'a pas forcément intérêt à en dire du mal. Il a dit, je l'ai trouvé au début effrayant. Il était effrayant parce que il était capable, ce qu'il a fait, quoi. Khashoggi, déclarer la guerre au Yémen, envahir le Qatar, etc. Donc, et les consultants que nous avons rencontrés, qui l'ont rencontré, ils sont tétanisés lorsqu'ils vont le voir pour la première fois, parce qu'ils savent qu'il y a ce côté effrayant d'MBS, et donc il peut tout à fait, au bout de 5 minutes, les renvoyer, etc. Donc, les personnes qu'on a vues nous ont dit, on est tétanisés, on a appris par cœur le narratif qu'on va lui présenter, et on essaie de regarder s'il est concentré ou pas, effectivement, et il est capable de détruire quelqu'un. De détruire quelqu'un, oui, c'est quelqu'un qui... Et puis il en joue aussi. Il en joue maintenant. C'est que maintenant, ça fait quand même ça fait quelques années qu'il est quasiment... Ça fait partie du personnage. Parce qu'encore une fois, c'est un colosse. C'est quelqu'un aussi...
même s'il n'a pas fait des grandes études, il est très agile intellectuellement, il est très vif, il sait ce qu'il veut. Hein. Il a une grande mémoire. Les gens nous ont dit, il se souvient de quelque chose il y a 3-4 ans, je vous ai dit ça il y a 3-4 ans, mais pourquoi vous ne l'avez pas fait? Donc il suit tout, et tous ses projets, c'est un peu un bureau de travail, avec une grande mémoire. Effectivement, il peut déstabiliser les interlocuteurs, parce que, effectivement, lui, ce qui compte, c'est l'Arabie, c'est ses projets, et si c'est pas fait en temps et en heure, c'est quelqu'un qui veut comprimer le temps. C'est-à-dire qu'il veut être le maître des horloges, ça va jamais assez vite, et donc il veut que ça avance, Et il parle très bien l'anglais maintenant, alors qu'en 2015, il baragouinait 3 mots d'anglais. Ah oui, là, il a pris des cours, il parle bien l'anglais. Et effectivement, il a je pense que maintenant, il joue de ce côté effrayant pour instaurer un rapport de force et pour dire je suis le maître et vous devez avoir peur de moi. Et juste quelque chose par rapport, parce que ça c'était vrai avant même, par rapport à son rapport à la modernité, parce qu'on sait toujours, mais ce n'est pas, vous rappelez, le temps où on disait le pétrole c'est fini, rappelez-vous en 2000-2005 c'est fini, c'est pas vrai du tout, on sait très bien que c'est pas ça, mais est-ce que son rapport à la modernité, est-ce qu'il se dit, ou est-ce que ce qu'on vous a répété, ou vous avez appris, est-ce qu'il dit bon le pétrole ok, ça va durer encore très bien, mais déjà je dois être dans la technologie, je dois être dans la modernité, dans le numérique, etc. Oui, dans l'ultra-modernité, alors à la fois dans le domaine des arts, parce qu'il est passionné d'art numérique, hein. Lui les tableaux ça l'intéresse pas, il veut l'art numérique. On a raté l'époque industrielle, on va rater l'époque moderne. Exactement. Il passe 3-4 places d'avance. Et puis, c'est vrai que sur le pétrole, il a lancé ses grands projets d'énergie verte. Les grands champs d'éolien, de solaire, etc. Ses puissances 1000 par rapport à la France. Donc, donc le pétrole aujourd'hui, ça sert à quoi? Ça sert à faire de l'argent, avoir beaucoup ça sert à financer tout ça. Voilà, exactement. Et donc, ils sont en train de monter notamment sur l'hydrogène vert, et ils veulent être les numéros 1 mondiaux de l'hydrogène vert d'ici une petite dizaine d'années. Donc, il a cette vision aussi d'une Arabie Saoudite un peu plateforme mondiale qui est au centre de la mondialisation énergétique, logistique, économique. La limite de ces grands projets, qui sont parfois mégalomaniaques, c'est est-ce qu'il aura la ressource humaine pour les accompagner? Voilà, là, et le financement. On va continuer d'en parler dans un instant sur Sud Radio. Excusez-moi, on doit faire une petite pause. On va continuer de parler effectivement de MBS, l'un des hommes les plus puissants du monde. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Et ça va. Et oui, le Moyen-Orient continue notre plongée, effectivement, avec Christian Chesneau et Malbruno et Georges Malbruno, qui ont mené une enquête fascinante sur MBS. Alors, sous sa houlette, l'Arabie s'est lancée dans une révision d'ensemble de ses partenariats. Sa relation avec les États-Unis, donc, reste stratégique, mais la Chine, la Russie et l'Inde sont des partenaires importants pour lui. Qu'en est-il de la France et de l'Europe aujourd'hui ? La France et l'Europe sont des partenaires, je dirais, marginaux, parce que MBS, c'est quelqu'un qui est très pragmatique, donc il considère, même s'il est en bisbille avec l'administration Biden, il a de très bonnes relations avec l'establishment économique, à la fois Wall Street, la Silicon Valley, bonnes relations avec les républicains et la famille Trump. Et surtout, il voit que son premier client pétrolier, c'est la Chine. Donc, il multiplie les partenariats avec la Chine. Bonne relation avec la Russie, parce que la Russie est un partenaire aussi énergétique important. Et nous, la France, on est un petit peu, excusez-moi l'expression, en anglais, le summer resort, c'est un peu le village vacances. Il a acheté un magnifique château à Louvciennes, mais on est plus qu'on était avant, c'est-à-dire un partenaire de compensation. Alors, effectivement, on compte un petit peu. Il nous a attribué le développement culturel d'Alula, mais la relation avec Emmanuel Macron n'est pas très très bonne, il n'y a pas d'alchimie entre eux. Donc voilà, on est un petit peu sorti des écrans radars parce que l'économie française n'est pas très dynamique et que ce MBS aujourd'hui a multiplié, comme vous disiez, les partenariats, et donc on est un parmi d'autres, mais assez loin derrière. Alors juste un mot, est-ce qu'il l'a rejoint parce qu'il a quand même vendu du pétrole à la Chine en yuan. Ce qui est quand même hallucinant quand on pense que Aramco, Arabie Saoudite, comment tu vendais 1 gramme de pétrole en dollars, ça n'existait pas. Le grand changement, c'est le changement de pied avec les Américains. C'est-à-dire depuis 1945, il y avait ce qu'on a appelé le fameux pacte de Quincy entre Roosevelt et le roi Ibn Saoud, c'est-à-dire vous nous donnez du pétrole pas cher, nous on garantit votre sécurité. Ça a duré quasiment 50 ans, sauf que là avec MBS, les Américains
qui les ont trahis un petit peu aussi. Puis il y a des bisbilles, il y a eu le 11 septembre, il y a eu beaucoup d'irritants qui se sont accumulés entre Washington et Riyad. Et la relation s'est un peu délitée, il y a un manque de confiance. On raconte en 2019, quand les Iraniens frappent l'Aramco, justement, les Américains ne réagissent pas. Trump dit, écoutez, ça c'est pas notre affaire. Donc là, les Saoudiens se retrouvent un peu tout seuls et se disent, il va falloir qu'on réfléchisse un peu différemment, d'où cette polygamie diplomatique où on regarde 360 et les Américains effectivement restent importants notamment sur le militaire, etc., dans les grandes négociations, etc. Mais ils sont plus uniques. Voilà, on a plusieurs partenaires, d'ailleurs fidèles, mais fidèles. Ils ont rejoint les BRICS. Oui, les BRICS. Et puis le groupe de Shanghai. Ils sont très copains aussi avec les Indiens pour les routes commerciales. Donc en fait, ils voient le monde 360. Et effectivement, c'est un peu ça. Ce qui est nouveau. Et voilà. Et ce qui revient, ils sont capables de mettre j'allais dire entre guillemets des bras d'honneur aux Américains. Quand Biden vient au moment du Covid et de l'Ukraine demander augmenter votre production de pétrole, il dit non. Moi, je n'augmente pas. Je garde mes prix. Donc, ils sont capables maintenant de dire non aux Américains. Et oui, il a un sentiment de surpuissance et d'impunité en quelque sorte. Oui, c'est ce que vous dites de lui. Ouais. Et puis, c'est un développement auto-centré. C'est-à-dire que c'est nous. Et puis maintenant, on va essayer de tirer parti de tous les partenariats. Mais comme vous le disiez tout à l'heure, la France, si vous pouvez nous donner quelque chose, c'est bien. Sinon, on ira voir ailleurs. Absolument. Non, c'est... Oui. Mais il exerce quand même un pouvoir fragile. Il est seul, il est solitaire, tout repose sur lui. Est-ce qu'on peut, l'éventualité d'un coup d'État, est-ce qu'on peut l'exclure ou pas? Alors, coup d'État, je ne sais pas, parce qu'il y a qui pourrait commettre un coup d'État? L'armée saoudienne, non. La garde nationale, peut-être, qui était l'armée un peu des Bédouins, mais elle a été restructurée. Simplement, il y a quand même des réticences et des raisons. Non, le risque pour lui est plus un risque d'un assassinat. Hein. Il faut pas. En Arabie Saoudite, c'était déjà arrivé. Le roi Faisal a été assassiné par son cousin, et donc, comme MBS a tordu le bras de beaucoup de membres de la famille régnante, il est détesté. Il a vraiment beaucoup d'ennemis aujourd'hui. Il a beaucoup d'ennemis. Il est allé jusqu'à assigner à résidence sa mère, justement dans les années 2017, parce qu'il ne voulait pas qu'elle puisse être jointe par d'autres qui auraient pu fomenter quelque chose contre lui. Donc c'est ça son risque, c'est pour ça, d'où son obsession sécuritaire. Ça, c'est le risque politique, et puis il y a aussi le risque sociétal. C'est-à-dire que l'Arabie, c'est un pays traditionnel, qui est quand même brutalisé, traumatisé avec toutes ces réformes. Encore une fois, il y a quelques années, la musique était interdite, y compris dans les restaurants. Maintenant, il y a des techno-parties, etc. Ça va très très vite, et il y a toute une partie de la population aussi, il y a des pauvres en Arabie Saoudite. Qui pourraient torpiller effectivement tout cela. Qui sont pas à la même vitesse. C'est-à-dire que vous avez, le risque, c'est une Arabie à deux vitesses. Des jeunes qui sont super occidentalisés, etc. Et puis toute une partie, mais une vaste partie de la population, c'est pas qu'ils n'adhèrent pas, mais que ça va trop vite. Et donc les tribus, les gens qui sont en province, parce qu'il y a Riyad, mais il y a toutes les provinces. Et donc ça peut à terme. Est-ce qu'il a réussi à neutraliser complètement les islamistes, style ou frères musulmans ou autres, ou pas? Oui, les religieux les a mis sous Relativement. Ouais. Les religieux ont été mis sous l'éteignoir, certains ont été mis en prison, justement il a fait des exemples. Les mosquées sont bien contrôlées, les prêches sont strictement contrôlés. Il n'est pas à l'abri d'un attentat, mais quand même il a mis au pas justement l'establishment religieux. Eh oui. En un mot, comment vous avez réussi à mener cette enquête? Parce que les journalistes en Arabie Saoudite sont pas trop les bienvenus, non? Dites-nous. C'était sur la durée, on a profité de nos voyages là-bas, et puis c'est vrai que les Saoudiens en Arabie ont du mal à parler. Donc on a préféré les voir en dehors de l'Arabie, et puis on a vu aussi des personnes non saoudiennes à l'étranger, parce que ce sont des gens qui ont beaucoup, comme vous l'avez compris, beaucoup voyagé, et donc qui ont fréquenté beaucoup de gens, mais ça reste un travail difficile, parce que là-bas, même si maintenant, demain, vous pouvez prendre un billet d'avion, aller en Arabie, visiter les magnifiques sites nabatéens d'Aloula, vous prenez votre visa à l'aéroport, c'est un pays ouvert. Quand vous êtes journaliste, en revanche, c'est toujours très compliqué d'obtenir un visa, donc ça a été assez compliqué, mais vous avez tous les étrangers, hommes d'affaires, français ou autres, qui vous ont parlé. Oui, parce qu'il faut attaquer par la bande, mais ce qu'on a senti quand même, c'est que les Saoudiens ont peur. C'est-à-dire qu'il y a quand même une chape de plomb, un climat, parce qu'il y a un grand chef, et puis si vous êtes... Qu'il a fait des exemples. Et qu'il a fait des exemples, et donc les gens sont un peu tétanisés, les grandes fortunes sont toujours à l'étranger, les grandes familles ne veulent pas réinvestir, parce qu'ils se disent, on va peut-être nous piquer notre argent, il peut nous arriver quelque chose, et ça aussi, parmi les points faibles de MBS dans son pari, c'est le côté financier. Ils font un pétrole
assez haut, et puis surtout, il faut que l'argent s'investisse. Si c'est toujours l'État saoudien qui investit, il y a un moment donné, il va manquer de cash. Et donc, il y a un moment donné, il peut y avoir un ralentissement. Et oui, les limites du modèle MBS. Christian Chesneau et Georges Malbruno, merci d'être venus sur Sud Radio. Je rappelle que votre livre MBS confidentiel, enquête sur le nouveau maître du Moyen-Orient, est paru chez Michel Lafon. Tout de suite, Brigitte Lahaye sur Sud Radio. Et je tiens à dire aux non-anglophones que MBS, c'est pas Monsieur Bullshit, c'est Mohamed Ben Salman.